Elle fait partie de la génération de rédacteurs arrivés à Joystick en 1996, en même temps que Monsieur Pomme de Terre, l'invité de notre premier numéro. Elle y est restée jusqu'en 2002, le temps de couvrir 5 E3, de faire des dizaines de previews, sans doute des centaines d'interviews. C'est l'histoire d'une journaliste qui avait le contact facile et des entrées partout. C'est l'histoire d'une journaliste qui a rencontré tous ceux qui comptaient dans l'industrie du jeu vidéo d'alors, qui connaissaient par cœur ses coulisses et ses secrets. C'est l'histoire d'une journaliste qui, à chaque numéro, plutôt que l'actualité du jeu vidéo, nous donnait à voir son futur. L'histoire d'une journaliste qui, oui, vous m'avez bien entendu, était bien une journaliste, une femme, ce qui à l'époque comme aujourd'hui n'était pas tout à fait anecdotique. C'est donc l'histoire d'une journaliste nommée Vanda, Mathilde Rémy de son vrai nom, que j'ai le plaisir de recevoir pour ce numéro double spécial été du podcast Joystick. Mathilde, bonjour. Bonjour Corentin. Alors je le disais en préambule, Mathilde, ton truc c'était moins l'actualité du jeu vidéo que son avenir. Tous les magazines de jeux vidéo avaient leurs testeurs, leurs pigistes, les mecs qui faisaient les solus, mais tous les magazines de jeux vidéo n'avaient pas une Vanda. T'étais un peu la seule sur le marché à faire ce que tu faisais, c'est-à-dire, en tout cas avec autant d'applications de régularité, c'est-à-dire t'étais vraiment reporter permanente quasiment aux États-Unis, en Angleterre, à l'étranger. Ouais. Tu habitais là-bas ? Je sais que non, c'est une question piège. En fait, je t'ai déjà expliqué que non. Justement, en fait, c'est une particularité. En fait, c'était une négociation. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée à Joystick, je suis arrivée en fait pour être rédactrice de la rubrique hardware. Et t'es arrivée en 96, du coup, le premier numéro, c'est mars 96, si je ne m'abuse. Ouais. Et le titre, c'était Faut-il brûler Windows 95 ? Et en fait, j'ai écrit cet article. Quand je dis j'ai écrit, attention, j'ai été la rédactrice de de ce dossier. Et en fait, c'était vraiment, c'était le premier. Enfin voilà, c'était la première fois que j'écrivais pour Joystick et ça faisait la couve. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Est-ce qu'il fallait brûler Windows 95 ? Non. Ok. mais c'est ça, en fait, c'est ça le truc paradoxal, c'est que c'est vrai qu'il y avait cette culture anti-Microsoft et tous les développeurs, parce que du coup, ça a été aussi l'occasion de rencontrer des développeurs et d'aller interviewer des gens, tu vois, qui utilisaient Windows 95. Mais en fait, la plupart des développeurs étaient contents. Ils étaient contents parce qu'ils galéraient comme des malades avec des configurations hyper disparates. Il fallait... Pourquoi tu me disais que toi, tu étais rédactrice ? Que c'est toi tu disais que... parce qu'il y avait un chef de rubrique hardware. D'accord. En fait, il y avait quelqu'un qui connaissait le hardware. Moi, quand je dis que j'étais rédactrice, en fait, j'étais traductrice. C'est-à-dire que le chef de rubrique hardware, lui, il parlait en benchmark. Non, presque. Non, en fait, franchement, il parlait en technique, quoi. Il me parlait de benchmark, il faisait tout un tas de tests, de machins. Il était vraiment archi-technique. Et c'était ça qui le passionnait. Et du coup, moi, je lui demandais... En fait, je crois que j'ai fait à la fois, j'ai fait mes premières interviews de développeurs de jeux, puisque là, en fait, c'est là que, par exemple, j'ai rencontré Frédéric Reynal. Développeur de Little Big Adventure à l'époque. Et Alone in the Dark, surtout. Ouais. En fait, c'est quand même lui qui a créé le Survival Horror, quelque part. Et oui, et Fred, je le vois toujours, quoi. Donc, c'est quelqu'un avec qui je suis toujours en contact. Et le fait est que, donc, il y a ça, et il y a aussi interviewé le chef de rubrique hardware de Joystick. Interviewer ses collègues, quoi. C'est un boulot en soi d'interviewer ses collègues. Mais c'est ça. Enfin, en tout cas, de traduire ce qu'ils ont voulu dire. Mais c'est ça. Et en fait, et là, quelque part, j'ai commencé aussi à interviewer des gens techniques. Et c'est marrant parce que j'ai continué après et j'ai rencontré des gens qui me parlaient de ce qu'ils faisaient. Tu vois, des chipsets 3D qu'ils étaient en train d'imaginer, de ce que permettaient, tu vois, les routines qu'ils étaient en train de mettre en hard dans leur... Toi, t'es rentré, du coup, pour faire le hardware, mais t'avais pas forcément de prédisposition pour écrire sur le hardware, à la base ? Non. Non, mais comment t'es arrivé à Joystick En fait, ça a été un concours de circonstances. En fait, il y avait le fait que je connaissais le chef de rubrique hardware et que je connaissais Olivier Scoms, qui était le directeur de rédaction. En fait, c'était lui qui succédait à Mark Andersen. Le fondateur du magazine. Ouais. Et quand Mark Andersen a quitté Hachette, et du coup, il a été... Hachette a recruté, et c'est Olivier Scoms qui est arrivé. Et Olivier Scoms, c'était le rédac-chef ou rédac-chef adjoint, je sais plus, de Player One.
Et moi, en fait, c'est le premier magazine pour lequel j'ai écrit. J'ai écrit très très peu pour Player One parce que j'étais dans une logique de transition. Moi, en fait, moi, à la base, je faisais tout autre chose. Tu faisais quoi, du coup ? Comment dire ? En fait, j'ai un peu honte. En fait, moi, je viens d'une culture très classique. Si tu veux, moi, dans ma famille, même le cinéma, en fait, c'était du sous-art. Ouais. Le jeu vidéo, je te raconte même pas. Et du coup, je viens d'une culture vraiment très classique. Moi, j'ai fait une école de commerce, en fait, tu vois, prépa, école, machin. Et après, j'ai fait des boulots, on va dire, logiques, quoi, à la suite de mon diplôme d'école de commerce. Sauf que, mais super vite, je me suis fait chier et je comprenais pas, en fait, mais même dès l'école, en fait, je me suis fait chier. En fait, moi, je doute. Fondamentalement, je doute et fondamentalement, je suis curieuse et fondamentalement, en fait, je cherche à comprendre, tu vois, les arcanes. Je cherche ce qui est par derrière et ce qui fait bouger. Et du coup, dans cette école, en fait, tous, ils avaient tellement de certitudes et ils étaient persuadés d'être les meilleurs et tout ça. Et moi, et franchement, mais non, quoi. Enfin, d'où tu peux être sûr d'être le meilleur et n'avoir aucun doute. Enfin, du coup, non, moi, déjà, dès l'école, ça allait pas. Donc après, j'ai fait des jobs, ça allait pas non plus. J'ai tout arrêté. Et du coup, j'ai fait des petits jobs en me disant, faut que je trouve un truc qui fasse du sens pour moi. Et en fait, c'est en faisant ces petits jobs que j'ai eu un problème d'argent. Et ce problème d'argent, en fait, faisait que j'avais plus les moyens de m'offrir des jeux. Ah, parce que tu jouais quand même à l'époque déjà. Et ben, malgré cette éducation. Après mon éducation, mais du coup, après, j'étais arrivée à Paris, j'étais montée à la capitale. et là, je m'étais émancipée. Donc, en fait, j'étais à fond. Du coup, j'avais plongé, tu vois, dans le cinéma et le jeu. Mais à l'époque, c'était jeux console, en fait. Et je m'étais acheté les consoles Nintendo et tout. J'étais trop contente. 53% d'après mes calculs, les journalistes font ce métier pour avoir des jeux gratuits. Et je pense que... à la base, en tout cas. À la base. Et donc, alors, du coup, je suis dans les 53%. Ouais. En fait, c'est vrai que à la base, moi, quand j'ai appelé le standard de Player One, pour une raison à la con, une histoire de... Je sais pas, il y avait il faisait un jeu... Je lisais Player One, et il y avait un jeu concours, et je sais pas quoi, il y avait une question que je comprenais pas, et moi, j'appelle Player One, en lectrice lambda. Alors que, en fait, j'ai appris après que c'était pas du tout Player One qui faisait le concours, c'était un partenaire, machin. Mais vraiment, à cette époque, j'étais la lectrice de base, j'appelle et tout, et je tombe sur la standardiste qui, évidemment, ne peut pas me répondre. Et du coup, je m'apprêtais à raccrocher, et puis il y a eu un truc, et comme une illumination, et j'ai dit, mais est-ce que vous recrutez parfois ? Et elle me répond, oui, parfois on recrute. Et moi, dans ma tête, j'avais fait du commercial, de la compta, et je pensais à ça, quoi. Et elle dit, oui, parfois on recrute des pigistes. Et là, je fais, waouh. Et je fais, ok, et il faut faire quoi pour postuler pour être pigiste ? En fait, il faut en parler avec le rédac-chef. Je dis, ok, est-ce que je peux parler au rédac-chef ? Et en fait, ça a été... mais ça a été un hasard de dingue, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais pas du tout dans ce fameux milieu copinage, machin. Je connaissais personne. Ça a été ce hasard. Et comme j'avais fait il y a peu de temps un petit job, tu vois, du marketing téléphonique, et que j'étais nulle. Vraiment, j'étais nulle dans tous ces trucs-là. Je savais pas, en fait, vendre aux gens des choses dont ils avaient pas besoin. Quand ils avaient besoin, ouais, ça allait. Ce qui veut dire que je vendais rien, en fait. mais en fait, mon problème, c'est que je les comprenais. Ils me disaient, on n'en a pas besoin. Et je disais, ah ouais, ok, je comprends. Ça sert à rien, mais en même temps, donc bon. Non, mais j'étais vraiment super nulle. Et du coup, mais cela dit, en fait, j'avais appris 2-3 réflexes. Et notamment en technique, dans ces techniques-là, tu sais, tu as le réflexe de l'alternative. Donc, tu dis, vous préférez ça ou ça ? Mais il y a une fausse alternative, en fait, c'est ça ? C'est ça, il est là le piège. Et là, du coup, le mec, je l'ai au téléphone, et du coup, il me dit, et je dis, mais comment faut faire, pour postuler ?
pour être pigiste. Il me dit, il faut écrire quelque chose. Bon, je dis, ok, je vais écrire quelque chose. Et du coup, je m'installe et j'écris sur Mario Kart. Et j'écris un truc qui était le jeu que j'adorais à l'époque. Et du coup, après, j'envoie mon texte. Et c'est là que j'ai utilisé l'alternative. Donc, j'envoie mon texte, j'ai pas de réponse, j'appelle, je demande à parler au gars et je lui dis « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ah, il dit « Oui, il y a des choses intéressantes. Ok, est-ce que… » et je lui propose qu'on se voit. Et donc, je lui propose « Vous êtes disponible cette semaine ou la semaine prochaine ?» L'alternative. Et il me sort plutôt la semaine prochaine. Ok, je dis en début ou en fin de semaine. Et là, pour une fois, j'avais quelque chose que je voulais vendre, je pense. Je pense que c'est ça qui changeait. Là, j'avais vraiment envie. Donc tu rentres, c'est comme ça que tu rencontres Olivier Scamps à Player One, du coup ? Oui, alors à l'époque, c'était pas lui, c'était Pierre Valls, le rédac-chef. Mais du coup, Olivier Scamps, voilà, était rédac-chef adjoint. Donc je rencontre Olivier Scamps. J'ai eu un peu de mal, en fait, Et au début, j'ai eu vachement de mal à interagir avec lui parce qu'en fait, on avait un peu la même formation. Lui aussi, il avait fait une école de commerce. Mais en fait, autant, moi, j'en avais rien à foutre, tu vois, je sais pas, comment dire. En fait, quand tu sors d'une école de commerce, en fait, tu veux des responsabilités, tu veux progresser dans la hiérarchie. La plupart des gens, en fait, veulent ça. Et ça, moi, je m'en foutais, mais comme de l'an 40. Et je crois que j'étais un peu une exception. Et du coup, en fait, on a eu un peu de mal à se comprendre. Et c'est ce mal à se comprendre, en fait, qui s'est passé à cette époque, qui a fait que après, en fait, quand il a compris, du coup, il y a eu comme une sorte de réparation, en fait. Et c'est ce qui a fait que je suis rentrée à Joystick. Oui, parce qu'en fait, lui est parti là-bas aussi après. En fait, tu as suivi là-bas. D'abord, oui, c'est ça. Ouais. Mais j'ai très peu écrit, en fait, pour Player One. Et le truc, c'est que quand je suis rentrée à Joystick, en fait, j'ai commencé à jouer sur PC. Et ça, en fait, c'est ça qui fait toute la différence. Enfin, non, c'est pas vrai, ça fait pas toute la différence. Mais je crois que ça fait une grande différence. Pourquoi ça ? En fait, j'ai l'impression que d'avoir commencé à réfléchir au jeu en même temps que je jouais m'a donné une forme de distance par rapport, en fait, au jeu. Et tu vois, en fait, j'ai par rapport à tous mes collègues, en fait, qui posaient tout un tas de questions que j'avais tendance à trouver couillonnes, genre il y a combien de niveaux, il y a combien d'armes, il y a combien de machins, qui étaient très, tu vois, on va dire, non, c'est pas très sympa si je dis aura des pâquerettes, mais en fait, il y avait, en fait, les gens, des questions de gamers, quoi, enfin des questions de, c'est ça, entre guillemets, de joueurs, des questions pratiques, quoi. Ouais. Et moi, en fait, des questions de concept ou de trucs comme ça qui pouvaient peut-être t'intéresser plus, toi, je pense. C'est ça. On y viendra, mais ouais. Non, mais c'est tout à fait ça. En fait, moi, je cherchais à savoir, mais qu'est-ce que c'était, en fait, que cet art de faire des jeux. Et à quoi ça, quels étaient, c'était quoi les enjeux, c'était quoi les difficultés, c'était quoi, et aussi par derrière les intentions. En fait, quand je rencontrais des créateurs, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils avaient en tête, qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire vivre à leurs joueurs et quelles étaient leurs intentions. Et ça, c'était déjà ce qui t'intéressait avant que tu deviennes du coup correspondante locale aux États-Unis depuis la France. Comment dire ? En fait, comment t'es devenu, à quel moment t'es devenu la reporter de Joystick ? Eh bien, en fait, il y a eu... donc, au départ, moi, quand je suis arrivée, je crois que c'était Seb qui était reporter. Ouais. Et puis après, il y a Seb, il est revenu en France. Il a rejoint la rédac. Et il y a eu un autre reporter qui est parti, qui était là-bas aux États-Unis. Qui s'appelait Morgan, ouais, c'est ça. Ouais. Et lui, ça a duré, je sais pas, un ou 2 ans, entre 1 et 2 ans. Et puis après, en fait, et puis après, ça s'est moins bien passé. Et du coup, il y avait plus de reporters. Il y avait plus, surtout, de correspondants américains. Et du coup, après, Olivier Scamps, et il y avait Cyril aussi. Moulinex, qu'on a reçu au dernier numéro. Exact, Moulinex. Mon rédac-chef. Non, franchement, il est extraordinaire, Moulinex. Il faudra qu'on en reparle parce que... Voilà. Mais c'est prévu. C'est prévu, cool. Et donc, en fait, oui. Alors, du coup, donc Morgan arrête de travailler pour Joystick et Olivier Scamps recherche un correspondant américain. Et moi, en fait, c'était progressivement. C'est-à-dire que écrire sur le hardware, bon, au début, ça allait.
parce que c'était sympa, et puis j'apprenais plein de choses. Mais au bout d'un moment, c'était pas ma tasse de thé, quoi. Moi, j'avais eu l'occasion de rencontrer, tu vois, des gens qui font des jeux, et c'était ça qui m'intéressait. C'était d'aller les interroger, quoi. D'aller savoir ce que eux, qu'est-ce qu'ils avaient dans les tripes, et qu'est-ce qu'ils faisaient de ce médium-là, qui avait tellement... Enfin, voilà. Donc moi, je trouvais qu'il avait tellement de potentiel. Et du coup, j'ai proposé à Olivier Scramps d'être correspondante américaine, mais basée en France. Du coup, t'étais en France, t'étais à Paris, et une fois par mois ou plusieurs fois par mois, tu partais aux États-Unis, en Angleterre, non ? Non, pas autant que ça, parce que sinon j'aurais été morte. Parce qu'en fait, avec le décalage, le machin, le truc, je pouvais pas faire, même pas une fois par mois. En fait, j'y allais grosso modo une fois tous les 2 mois. D'accord. À peu près. Et aux États-Unis. Hein. Parfois, effectivement, il y avait des voyages en Europe. Là, c'était plus facile parce que tu n'avais pas le décalage horaire. Mais non, aux États-Unis, j'y allais à peu près une fois tous les 2 mois. Mais le truc, c'est qu'à partir du moment en fait où j'ai proposé ça, du coup, Olivier Scramps, il a dit non. Enfin, je veux dire, un correspondant américain, c'est aux États-Unis. Je dis OK. Tu leur fais la technique de l'alternative ? Non. Non, j'ai fait OK. Bah écoute, je dis si toi tu trouves quelqu'un là-bas, tant mieux. Mais moi, juste, ce que j'ai remarqué, parce que là aussi, j'avais envie, en fait, du coup, j'ai quand même amené un petit argument. Je dis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, tu vois, les gens, ils sont là-bas, ils y vont, et au début, ils sont à fond. Mais au bout d'un moment, tu vois bien, et ça baisse en énergie. En fait, moi, l'intuition que j'ai eue à ce moment-là, c'est que le fait d'être loin, de son équipe et de sa rédac. Au bout d'un moment, en fait, on perdait de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y avait un problème de connexion. Et je me suis dit, j'ai fait vraiment cette hypothèse. Je me suis dit, si je suis présente au sein de la rédac, en connexion régulière avec la rédac, il y a des chances que je perde moins d'énergie et que je sache pour qui je travaille, avec qui je travaille, et qu'il y ait quelque chose en fait qui me nourrisse et qui fasse que ça va pas juste durer 1 an, enfin entre 1 et 2 ans. Je crois en fait que les précédents correspondants américains c'était entre 1 et 2 ans. Seb, je crois qu'il a fait, je sais plus, 1 an et demi, 2 ans. Enfin c'est pareil quoi. Au bout d'un moment il y a une déperdition. Et du coup j'ai proposé ça, j'ai fait part de mon constat à Olivier Scramps. Et je lui ai dit, écoute, si tu trouves quelqu'un, vas-y. En attendant, moi, voilà, c'est ma proposition. Et finalement, il a accepté. Et il a accepté. Et du coup, c'est à partir de quand, ça ? Tu te souviens à peu près que tu es devenu... je pense c'est mon métier, ça, normalement, de savoir ça, mais je ne l'ai pas noté. En fait, je suis rentrée, j'ai commencé en 96. Je pense que je me suis mise en 98. D'accord. Et oui, c'est ça. Puisque, en fait, en 98, je me suis dit, OK, du coup, maintenant, je passe, et j'ai changé carrément, j'ai changé de truc, et je me suis dit, où est-ce que je trouve les développeurs ? Parce qu'en fait, l'idée, c'était, il faut que je les rencontre. Et où est-ce que je les trouve ? Et c'est là que j'ai découvert, donc je suis allée crapahuter sur Internet, et je découvre la GDC. Game Developers Conference. Mais je me dis, mais c'est là qu'il faut que j'aille, c'est source, évident. C'est le nid. C'est là qu'ils sont. C'est ça, c'est le nid. C'est là que je vais tous les trouver. Et du coup, manque de bol, la GDC 98, en fait, elle venait juste d'avoir lieu. Et je fais, oh merde. Bon, petite frustration, c'est pas grave. Elle reviendra en 99 et en 99, j'y serai. Voilà. Et du coup, c'est marrant parce que ça a été ma première GDC. La GDC, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était... tout le monde était là, en fait. Il y a eu cette époque, tu vois, tout le début, c'était à San José. Et San José, en fait, c'est une petite ville. D'accord. Et en fait, tout le monde allait à l'hôtel Fairmont. L'hôtel Fairmont, c'était l'hôtel de tout le monde. Et en fait, le soir, après, quand le salon était terminé, t'allais dans le lobby du Fairmont et tout le monde était là. Et c'était juste extraordinaire. Enfin, je veux dire, moi, j'allais d'un groupe à l'autre et je disais bonjour à tout le monde. Et c'était un microcosme. Toutes les stars étaient là. Quand je dis tout le monde, c'est toutes les stars. Ils étaient tous là. Et il y avait 2 jours avant la conférence à proprement parler, tu avais les workshops. Et notamment, tu avais un truc qui avait été proposé par les gens de Looking Glass, qui était le Game Design and Tuning Workshop. Et en fait... Du coup, moi, j'avais fait ça, parce que je trouvais ça super intéressant, de voir comment on fait des jeux. Puis, il y avait ma copine, là, Robin, Robin Unique. Alors, à l'époque, elle était étudiante. Après, elle est devenue producer
chez That Game Company sur Journey. Elle était producteur de Journey avec Genova Chen et en interne. Aujourd'hui, elle a monté un studio, en fait, Funomera, je crois, avec Keita Takahashi. Elle a fait venir Keita Takahashi du Japon. C'est le mec qui a créé Katamari Damacy. En fait, il y a un E3 où je l'ai hébergé en fait dans ma chambre d'hôtel et je lui ai eu aussi un badge de joystick. En fait, elle a eu un badge joystick pour aller pour couvrir l'E3. Et comme elle était avec moi, en fait, elle prenait toutes les photos. Et du coup, il y a eu un E3 où tous mes papiers en fait ont été illustrés par des photos de Robin. D'accord, ok. Est-ce qu'elle est créditée en tant que photographe dans l'ours du magazine? Pas sûr. Je suis pas sûre. C'est con, hein. Ça serait marrant. Mais bref. Et du coup, voilà, je me retrouve en fait à cette GDC. Et puis voilà, l'après-midi, il y avait plus de café disponible. Du coup, on sort. Avec Robin, on se dit, moi j'avais besoin de café. Et, je sais pas si c'était le décalage ou quoi, mais bref. Et on se dit, on va en chercher au Starbucks. Et il y a ce type-là, en fait, qui se joint à nous. Et en fait, on arrive au Starbucks et il insiste, en fait, et il veut payer mon café. Et franchement, mais le mec, enfin, je veux dire, je sais pas comment te dire. En fait, ça me gênait vachement. Parce qu'il avait pas l'air, tu vois, de rouler sur l'or. Il avait un petit t-shirt rayé. Non, mais vraiment, c'était... je sais pas comment te dire. En fait, il avait peut-être que c'était un côté petit garçon, ou je sais pas. Mais en tout cas, moi, il y a quelque chose qui me gênait. Alors, le fait qu'il me paye un café. Mais il insiste. Bon, du coup, je dis OK. Et il me paye mon café. Et puis après, on s'assoit, on boit notre café. Et on discute un peu. Et du coup, voilà, il me dit qu'il est déjà venu à Paris. Ah, je dis, c'est cool et tout. C'était à quelle occasion? Et il me dit, c'était une convention Magic. Ah, je dis, cool, tu joues à Magic? Et il me dit, mais en fait, là, j'organisais la convention. Ouh! Alors, je fais, oh, excuse-moi. Genre, désolé, oups. Et bon, puis on parle. Et puis ensuite, on rentre. On rejoint, en fait, le salon. Et on se sépare. Et Robin qui me fait, mais Mathilde, mais tu sais pas qui c'est? Mais je dis, bah non, c'est qui? Elle me fait, mais c'est le mec qui a créé Magic. C'est Richard Garfield. Et je fais, ah d'accord. Et en fait, le seul truc qui m'est venu à l'esprit, à ce moment-là, je dis, oh bah en fait, j'ai bien fait d'accepter. En fait, il pouvait me payer mon café. T'aurais peut-être pu prendre un petit supplément noisette en plus, tu vois, je pense. Et en fait, c'est le truc de, mais qui t'es, toi? Ah, tu joues à Magic? Non, j'organisais la convention. Non, mais c'est un truc marrant. Et après, tu vois, tous les soirs, en fait, dans ce fameux hôtel Fairmont, en fait, après, donc, que tout le monde se retrouve au lobby, qu'après, il y avait les soirées aussi. Et la nuit, en fait, dans les chambres, t'avais les mecs de Looking Glass qui arrivaient, en fait, avec leurs jeux, les board games. Et le reste de la nuit se passait, en fait, à jouer à des jeux. À des jeux de plateau, quoi. À des jeux de plateau. Et il y avait plein de trucs qui étaient essayés, et tu passais d'une chambre à l'autre, et tu passais d'un jeu à l'autre. Il y avait plusieurs jeux qui étaient organisés dans chaque chambre. C'était le bordel. En fait, c'était une effervescence. C'était du délire, quoi. Et cette année-là, l'année où j'ai demandé donc à Richard Garfield s'il jouait à Magic, et ben du coup, en fait, un soir, dans une des chambres, en fait, il imaginait des jeux. Donc en fait, il avait créé un truc, et du coup, on était toute une bande à tester tester, tu vois, son truc. Enfin, c'était ça, la GDC. Et à partir du moment, en fait, où c'est passé à San Francisco, ça a changé. Parce qu'en fait, San Francisco, c'était beaucoup plus dispersé. Et puis là, c'est devenu plus gros. Enfin, c'était plus pareil, quoi. Et c'est là, en fait, en 2000, donc puisque j'étais allée chez Looking Glass en 99, et que j'avais fait la rencontre de Doug Church, et que Doug Church, c'est une icône dans l'industrie du jeu. Et quand je suis arrivée, en fait, à la GDC en 2000, c'est là que Doug Church, en fait, m'a présenté. Et c'était... En fait, il me présentait, il disait « Mathilde, a friend of mine ». Et quand Doug Church... Ça vous les porte, quoi. C'est peu de le dire, quoi. En fait, là, c'était... Voilà. Et c'est là que vraiment, mon réseau, il s'est créé, quoi.
En 99, entre-temps, j'ai fait des reportages. Et puis T'as fait le 3, je crois, en 98. Mais même en fait, j'ai fait le 3 dès 96 parce que... Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, après Player One, c'est... Bon, on va pas en parler. En fait, j'ai fait plein de trucs à la con. D'accord. Et non, j'ai notamment travaillé pour MicroKids Multimédia. Mm-hmm. Et en fait, c'est pour MicroKids Multimédia que je suis allée à l'E3 en 96. Je crois que c'est le premier E3, le tout premier. Ouais, peut-être le deuxième. Enfin, ouais, tu sais, tu y étais. Non, mais alors, c'est possible que ça soit le deuxième. Pour la première fois, tu mets la main sur un nid de développeurs. Quoi. Non, le 3, c'était... Le 3, c'est autre chose, en fait. Le 3, c'est ce salon archi-commercial avec des booth babes dans tous les coins. Et là, pour le coup, femmes là, c'est un autre sujet. En petite tenue qui vendent des jeux, des hôtesses, quoi. Ouais. Je traduis pour les spectateurs, les auditeurs moins anglophones. En fait, mais là, on aborde le sujet des femmes et du jeu, quoi. Mm-hmm. En fait, les femmes dans le jeu, c'était c'était pas des joueuses. Et en fait, c'était des nanas, du marketing, des relations presse. C'était des petites nanas mignonnes, quoi, qui étaient là pour, je sais pas, pour séduire les journalistes, les machins. C'était pas réduit à ça. Ça serait vache, en fait, de les réduire à ça. Surtout que... Il me semble me souvenir que tu m'as dit que pour ton premier E3, c'était quelque chose qui t'avait beaucoup déprimé, en fait. Toi. Tous. Ouais. En fait, tu vois, moi, j'arrivais avec un vrai intérêt, une vraie passion pour le jeu, et en étant joueuse. Mm-hmm. Et en fait, mais j'avais à cœur de montrer que j'étais une femme. Mm-hmm. C'est-à-dire que systématiquement, je m'habillais en fait en robe et je m'habillais vraiment comme une femme, quoi. Et j'étais plutôt on va dire, je sais pas, apprêtée, enfin non, pas apprêtée, mais enfin j'essayais d'être jolie, quoi. Tu vois. Et le truc, c'est que à partir du moment où j'étais jolie, j'étais plus une joueuse. Mm-hmm. Et c'était ce paradoxe-là, en fait. Et je voulais, en fait, moi, c'était important pour moi que on puisse être une femme et être une joueuse. Mm-hmm. Et que cette, tu vois, et qu'ils comprennent que l'un n'était pas exclusif de l'autre. Et du coup, c'était pas évident. Hein. Il y a eu des voyages de presse, notamment, je me souviens d'un voyage de presse chez Bungie. J'allais voir Myth 2, Mm-hmm. où en fait, on m'a accueilli. Il y avait, tu vois, il y avait des journalistes, une série de journalistes français, et la personne de chez Bungie est venue chez moi en me disant ça va, ça s'est bien passé, c'est les journalistes, ils sont, comment ils sont? Bah je dis je sais pas pour les autres, mais moi ça va. Ils pouvaient pas imaginer que que tu faisais partie des journalistes. Mais non, c'est ça. Pour eux, j'étais l'attachée de presse, quoi. Mm. Ah, t'es pas de chez. Ah non, oh pardon. Et après, en fait, le truc marrant, c'est tu vois, en fait, ils nous avaient fait une petite partie en réseau. Et moi, j'insistais. En fait, moi, il fallait que je marque le coup, quoi. Et on avait fait une partie de Myth 2 en réseau avec les journalistes qui étaient là, du voyage de presse. Le fait est que j'avais gagné la partie. C'est le principal. Mais non, mais c'était super important. Ouais. Parce qu'en fait, il fallait bien qu'ils comprennent, quoi. C'est pas parce que j'avais l'air d'une attachée de presse que je savais pas jouer. Et ça, c'était... ouais. Et en fait, ils étaient là. Oh, c'est elle qui a gagné, c'est elle. Et en fait, ils en revenaient pas, quoi. Mais je sais pas si tu te rappelles, Joystick n'était pas complètement exempt de ça non plus, parce que en fouillant dans les mags, on voit que, je crois que c'est dans le numéro 116, il y a le dossier de l'E3 2000 qui s'ouvre, c'est une pleine page de photos sur les babes de l'E3. Je sais. Mais c'est pour ça que je te dis, en fait, le fait d'être reporter, en fait, me permettait de j'avais un pied à l'extérieur, en fait, et j'allais voir des gens qui créaient. Et cela dit, à l'E3, en fait, chaque E3, mais jusqu'au dernier, chaque E3, en fait, le premier jour, ça allait, mais le deuxième jour, je sais pas comment te dire, à la fin du deuxième jour, j'avais une période, je traversais un moment hyper difficile, où j'étais en larmes, en fait, et c'est comme si tout ce matraquage, tu vois, de ces images de la femme objet où en
en fait, j'arrivais plus à me protéger, quoi. Et du coup, oui, ça m'atteignait et c'était dur. Ouais, c'était dur. Tu allais toute seule à l'E3 à chaque fois ? Non. Mais non. Le 3, en fait, il y avait toute une bande de joysticks qui partait. En fait, on était toute une bande. Hein. On était super bien logés. Mais cela dit, tu vois, tous les autres, en fait, prenaient des rendez-vous en amont. En fait, il y avait tout je sais pas, t'as dû vivre ça, les E3. T'as tout ton planning, t'as tous tes rendez-vous qui sont calés. Pas beaucoup de place à l'improvisation, quoi. Alors que moi, j'y allais en mode freestyle total. D'accord. Mais oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'allais, tu vois, moi, je connaissais les gens. Donc, en fait, le soir, je demandais aux mecs de joystick s'ils avaient vu des trucs intéressants. Et s'il y avait des choses intéressantes nouvelles, j'y allais le lendemain. Et je faisais connaissance avec les gens. Et j'allais récupérer les coordonnées. Non, mais sinon, en fait, c'était trop simple. Moi, j'arrivais sur le stand, par exemple, sur le stand EA. Tu vois, le truc monstrueux. Et puis, il y avait Louis Castle qui me voyait, qui faisait « Ah, Mathilde, viens !» Et il me faisait passer derrière tout le monde pour me montrer... Bon, Louis Castle, c'était un des gars de Westwood. Ouais. Voilà. Et il me montrait les trucs. Et c'était que des choses comme ça, quoi. Je les connaissais, j'arrivais, on me regardait de haut parce que, voilà, j'étais qu'une gonzesse. Sauf qu'il y avait un des mecs que je connaissais qui bypassait tout le monde, qui me repérait et qui me faisait venir, quoi. Du coup... En fait, j'avais mes entrées vraiment partout, mais c'était pas facile. En fait, il y avait quelque chose de dur, ouais, et de violent, et de... Ouais, c'était pas facile, en fait. Et le truc marrant, c'est Warren et Doug, en fait, qui m'ont informé de l'existence de l'IGDA, International Game Developers Association. Et en fait, il y a un chapitre parisien qui s'est créé en 2001. Et comme je faisais partie, il y avait 4 personnes, 4 Français qui faisaient partie, qui étaient adhérents à l'IGDA. Donc les 4 en question ont été invités, de fait, au chapitre parisien, la première réunion. Donc j'y suis allée. Et en fait, assez rapidement, du coup, j'ai contribué, quoi. J'ai amené des gens que je connaissais, j'ai fait venir des gens qui avaient des choses à partager, des speakers, des machins, enfin bon. Et... mais c'est une anecdote complètement délirante. Et on était dans un restaurant qui s'appelait le Val-de-Loire, donc c'est à côté de République. Et en entrée, en fait, c'était un buffet, donc tout le monde allait se servir. Et il y a 2 gars de l'équipe là, enfin qui venaient à cette réunion. Donc un soir de 2001 ou début 2002, je me souviens plus. Le fait est que ils étaient en train de dire ouais, les jeux de rôle, machin, en réseau. À l'époque, c'était pas MMO, hein, c'était LAN. Plutôt, ça serait génial s'il y avait possibilité d'avoir un maître de jeu et tout, et qui pourrait changer, tu vois, l'histoire et s'adapter en temps réel et tout. Et moi, je revenais de chez BioWare, et du coup, j'avais vu, je crois que c'était Neverwinter Nights qui proposait ça. Mais à l'époque, tu vois, c'était... et je dis, waouh, et je leur dis aux gars, je leur dis, mais c'est cool, il y a BioWare, ça arrive. Voilà, ça arrive. Il y a Neverwinter Nights, justement, il y a cette possibilité-là. Et les gars, en fait, ils font... tu vois, ils bougent juste la tête, ils répondent rien. Bon, je me dis, mais pourquoi ils me répondent pas, quoi? Genre, putain, je leur donne un truc de fou, quoi. Ils posent aucune question, rien. Et ils s'éloignent, et quand ils s'éloignent, j'entends l'un des deux qui dit à l'autre, putain, elle s'y connaît vachement, jeux vidéo, la serveuse. Oh merde, affreuse histoire. T'imagines? La serveuse. Ouais. J'étais une femme dans une réunion de développeurs de jeux. On était dans un restaurant, j'étais la serveuse. Et là, franchement, les bras m'en sont tombés. Et là, je me suis dit, mais... Enfin, c'est déprimant, quoi. Ouais. C'est déprimant. Est-ce que tu as eu l'impression que ça a changé entre le moment où t'es arrivé et le moment où t'as arrêté, du coup, sur ce plan-là? Non. Non. Non, en fait, j'ai pas senti de différence. Non. Et je pense que même après, en fait, plusieurs années plus tard, j'ai participé à une table ronde justement sur les femmes dans le jeu. Je crois qu'effectivement, pour survivre, en fait, en tant que femme, il y a quelque chose, en fait, soit tu es aussi grande gueule qu'eux. En fait, c'est des logiques d'énergie. C'est-à-dire que tu deviens pas un homme. En tout cas, moi, je me sens femme. Donc, si on parle de théorie du genre, je suis plutôt cisgenre. Mais en revanche, c'est en termes d'énergie. C'est-à-dire que je monte j'adapte mon niveau d'énergie au niveau d'énergie des personnes qui sont en face. Et du coup, je monte.
Et je dis, je suis là. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, que j'ai appris là, à ce moment-là, à dire, je suis là. Non, après, j'ai eu des anecdotes délirantes, quoi. Je faisais, en fait, assez peu de voyages de presse, parce que les voyages de presse, tu vois, c'était payé par les éditeurs. Ouais. Et du coup, ça m'obligeait à rentrer dans une... Enfin, c'était eux qui décidaient de ce qui était montré, de ce qui allait se dire. Tout était contrôlé. Moi, ça me faisait chier. À partir du moment où moi, j'ai fait les GDC et où j'étais en contact direct avec les développeurs, en fait, j'ai créé mon réseau de développeurs. Ouais. Et en fait, voilà, c'était mes potes, quoi. Et du coup, j'avais un accès direct à eux qui faisait que je bypassais les attachés de presse et les éditeurs. D'accord. Et que parfois, en fait, ça les rendait fous. Oui, parce que les attachés de presse et les éditeurs, ils doivent, enfin, les développeurs, j'imagine comment ça se passe. Je le sais même un peu. Les développeurs qui va t'appeler pour avoir un contact direct avec toi, il va se faire taper sur les doigts derrière par son éditeur. Alors aujourd'hui, oui. À l'époque, c'est moins le cas. À l'époque, c'était beaucoup moins le cas. Le marketing avait moins de poids aussi, peut-être que. C'était moins organisé. En fait, les seuls, les pires dans ce style, c'était Blizzard. Mm-hmm. Et Blizzard, en fait, il y avait des représentants. Alors, c'était Bill Roper d'abord, et ensuite Rob Pardo. Ouais. C'est vraiment, je lisais une interview que tu as fait à ce sujet. Mm. Et tu le dis vraiment que le mec, il est là pour débiter son discours et qu'il a. Et j'avais envie de les secouer, moi. Mais et franchement, C'est pour Warcraft 3. j'avais envie, ouais, mais franchement, mais physiquement, j'avais envie de le prendre et le secouer et de lui dire, mais arrête la langue de bois, là, stop. Ouais. Putain, je te pose des questions, réponds à mes questions. Me balance pas ton discours de merde. Et non, mais ça m'énervait. C'était grosse frustration. Ouais, t'as l'impression d'avoir affaire à un robot, mais tu sais qu'il y a un petit cœur qui bat quelque part. Tu as envie de réveiller un peu le mec, quoi. Mais c'est exactement ça. Mm-hmm. Parce que j'imagine que ça les amuse pas non plus de faire ça, même si ça doit être confortable aussi d'être dans des chaussons, d'arriver dans l'interview, d'éviter ton truc. Mais on peut faire cette hypothèse que ça les amuse pas. C'est marrant parce qu'il y avait un game designer, je me souviens, à la fin, pareil, voyage de presse. Je crois que c'était un de mes derniers voyages de presse, Tron. Mm-hmm. Et il y avait tous les journalistes qui étaient des questions à la con. Et lui, il sortait son discours. Et puis voilà. Et puis après, moi, je sais que moi, je foutais les pieds dans le plat et je posais mes questions. Au début, en voyage de presse, j'osais pas trop parce que j'avais l'impression d'avoir des questions tellement différentes et je me disais, mais j'avais l'impression de casser l'ambiance, quoi. Ouais. Et du coup, j'avais vachement de mal, en fait, à trouver mes marques. Et c'est pour ça qu'en fait, j'étais tellement mieux d'y aller seule, quoi. Parce que seule, j'étais tranquille, quoi. Je posais toutes mes questions, c'était une vraie conversation. Et là, en fait, dans ce dernier voyage de presse, le game designer, en fait, il m'avait dit « You made me switch on my brain ». Et j'ai du mal à le prononcer. C'est ça. Mais you made me switch on my brain. Et en fait, c'était. Tu m'as obligé à allumer mon cerveau, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, parce que justement, en fait, les services de com préparent, tu sais, tout un tas de réponses. Et les mecs, du coup, ils apprennent les trucs, grosso modo, hein, les guidelines et les éléments de langage. Ça, c'est un truc aussi de Gabe Newell. Ils apprennent les éléments de langage et les machins. Et après, quand le journaliste arrive, ils répondent. En fait, ils savent quelles sont les questions qui vont être posées. Ils ont les réponses prêtes. Et c'est comme une sorte de... S'il n'y a pas exactement la bonne question, il faut rentrer un peu au chausse-pied la réponse aussi. Ils adaptent un peu. Et là, en fait, le mec me disait clairement que, putain, merde, en fait, toutes les questions que je posais, c'était en dehors de ce qu'il avait prévu. Mais du coup, il avait été obligé de réfléchir, quoi, pour répondre à mes questions. Et ça, c'était autorisé. C'est-à-dire qu'il avait l'autorisation de mettre d'enclencher son cerveau. Alors que des gars, là, dont c'est le métier de fournir, en fait, le langage, les éléments de langage, tout ce qui a été décidé par la com, en fait, non. Ils ont pour ordre de ne pas allumer leur cerveau et ils te répondent les trucs de base et au secours, quoi. Tu parlais de Gabe Newell, donc qui est le président de Valve. Tu dis que c'est lui qui a un peu, c'est un de ceux qui a contribué un peu à ce système-là. Non, c'est encore une autre histoire, Gabe Newell. En fait, c'était, je crois que c'est au moment en fait où ils ont tout refait Half-Life, puisque Half-Life au départ c'était censé sortir je crois que c'était en 97. C'est sorti en fait en fin 98, si mes souvenirs sont bons. Et c'était le deal avec Sierra qui était leur éditeur. Et en fait, quand au moment de le sortir, ils se sont rendus compte que c'était naze, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils avaient imaginé,
Mais ils y étaient pas du tout. Et c'est là qu'ils ont monté ce qu'ils appellent la cabale, the Half-Life Cabal. En fait, ils ont constitué une petite équipe et ils ont extrait en fait de ce qu'ils avaient fait, du jeu qu'ils avaient à l'époque, ce qui était à la hauteur de leur envie en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce qui dans ce truc-là dont ils n'étaient pas fiers, qu'est-ce qui émergeait. Et en fait, ils ont pris juste les éléments qui émergeaient et ils ont dit, OK, c'est ça qu'on veut. C'est ça, en fait, l'essence de ce qu'on vise. Et c'est ça qu'on... Et du coup, c'est ça qu'il faut faire, mais genre tout le temps. Et en fait, à partir de ces trucs-là, ils ont lancé le truc. Et ça a été le risque, en fait, qu'ils ont pris, puisque Gabe Newell a choisi... À l'époque, il y avait son associé, je crois qu'il y avait Mike Harrington. Mike Harrington, qui était aussi sur le coup. Je crois que c'est la Desperado. Mais bon. Et ils ont décidé, en fait, de poursuivre pendant 1 an sur leurs fonds propres. Et c'était un énorme pari. Bon, en même temps, ils avaient pas mal de fonds propres. Ils avaient un peu de sous, je pense. Ils venaient de Microsoft. Ils étaient partis de Microsoft avec un peu d'argent, normal, comme tous ceux qui bossaient depuis un certain temps. Et donc, mais ils ont quand même fait ce pari. Et en fait, le truc en fait qui a été énorme, c'est que quand les journalistes sont venus, en fait, Gabe Newell avait préparé avec son service marketing une série de phrases. En fait, et c'était pas tout un discours en fait. C'était genre, je sais plus, une dizaine, on va dire 10, il y en avait peut-être plus, peut-être moins, je sais pas, de phrases qui étaient les phrases clés. Et en fait, la mission. Et du coup, tous les journalistes, en fait, avaient autorisation d'aller, de se balader dans Valve librement. Alors, je mets des guillemets sur le libre, air quote, et en fait, et de parler à tout le monde. Sauf que toutes les personnes, en fait, avaient enregistré ces 10 phrases, et que leur mission, la mission que Gabe leur avait donnée, c'était de replacer le plus possible ces 10 phrases. Et du coup, c'était juste énorme, parce que c'était les clés, en fait, du langage. Ah ouais. Et c'est ça qui était ressorti, en fait. Et finalement, les 10 phrases en question, tu les retrouvais dans tous les articles. Ouais. Parce que les mecs, ils les avaient entendues, et c'était une imprégnation, en fait. Non, c'est super fort. Gabe, en fait, il était dans la philosophie. Il était assez proche, en fait, et assez intéressé par, tu sais, l'approche de Looking Glass. Tu sais, le Emergent Narrative, l'école de pensée Looking Glass. Et en fait, il y a eu ce... Il a donné les jeux comme System Shock et... Ultima Underworld. Ouais. System Shock, Thief... Puis plus tard, après... Et plus tard, après quoi ? Je sais pas, en fait, après... non, mais après ils sont mourus. C'est grâce à eux, après, qu'on a eu des jeux comme qui vont de Deus Ex à aujourd'hui à Dishonored, quoi. Oui, mais clairement. Bah, Dishonored, c'est Harvey, qui est un des co-créateurs, Harvey Smith. Et du coup... Bon, bref. Et Gabe, du coup, était... intéressé par cette école un peu ? Ah ben oui, en fait, même à un moment, en fait, il voulait acheter, je sais pas. En fait, il voulait que Ironstorm Austin, je me souviens de cette époque, devienne Valve South. Et du coup, tous les mecs enfin voilà, moi, ma famille, en fait, mes amis, de l'autre côté de l'Atlantique, en fait, c'était les gens de Looking Glass. C'était cette famille-là. C'est eux que tu as rencontré à la GDC, justement, parce que je raccroche les wagons, mais du coup, au début... Tu commences à découvrir, à connaître des développeurs. Comment ça se fait la rencontre ? Parce que tu parles de ta famille, un peu Looking Glass. Ouais. Comment se fait cette rencontre ? À quel moment ces développeurs sont plus uniquement des gens qui t'interviewent, mais tu commences à avoir des clés et à pouvoir un peu passer par-dessus les services de presse ? En fait, alors du coup, je commence à faire des reportages en 98, en mode un peu, je découvre. En 99, je vais à la GDC, et là, je commence en fait à rencontrer des développeurs. Et là, pour l'instant, c'était du coup par coup, quoi. Je faisais des petites rencontres. J'étais par exemple allée voir Planet Moon, les gens qui avaient quitté Shiny, ceux qui avaient fait MDK, pour faire, Et là, je les retrouve et ils s'étonnent du fait que je suis à une conférence sur de l'intérêt d'acheter un moteur ou de développer un moteur in-house. Et ils me disent, mais c'est super technique, qu'est-ce que tu fous là ? Je dis, mais c'est super intéressant. La preuve, tu y es. Non. Et enfin, que des trucs comme ça. Et en fait, je m'intéressais à vraiment à ce à quoi les devs s'intéressaient. Mais là, c'était des petits bouts, en fait, et il n'y avait pas de connexion.
Mais je commençais à rencontrer des gens et je commençais à comprendre en fait quelles étaient les problématiques, en fait les questions que se posaient les développeurs. Parce que là, en fait, en allant à l'EGDC, j'avais l'impression d'être, comme un petit enfant qui rentre dans un magasin de confiserie. Je savais pas où donner de la tête. Ça avait l'air intéressant, mais partout. Et c'était trop des choix cornéliens parce que au même moment, il y avait 4 conférences qui m'intéressaient et je savais pas quoi choisir. Enfin bref. Donc c'était extraordinaire la GDC. Et à l'époque, il y avait tellement peu de journalistes, c'était incroyable. Je pense que je devais être la seule journaliste française. Tu me disais, je crois un des développeurs qui t'avait un peu introduit après d'autres développeurs qui t'avaient ouvert des portes, que c'est Doug Church, qui est le développeur de la série Thief. Ouais. En fait, Doug Church, c'est tellement plus que ça. Dis-moi tout ce que c'est alors. Non, en fait, le truc, c'est que donc en 99, je connaissais pas Doug pour ma première GDC. Est-ce que... non, c'est ça, je ne le connaissais pas. À l'E3, en fait, 99, je vois des choses qui m'ont l'air intéressantes. Et là, je commençais vraiment à discuter avec les développeurs. Et donc, en discutant avec les développeurs, tu vois, je vois des jeux qui semblent intéressants, je prends des contacts, je prends des coordonnées, je planifie des voyages. Donc en fait, en 99, je me retrouve comme ça. Après, c'est vraiment des trucs de dingue, en fait. Tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, et ça se passe juste comme ça. Mm-hmm. Donc j'arrive, je crois que c'était à l'époque, Digital Anvil à Austin. Je te fais tout le déroulé, ça te va ? Ouais, très bien, mais c'est super, ça me va très bien. Je pense que les gens sont très contents aussi. J'arrive à Austin, donc c'était Chris Roberts qui avait quitté Origin pour monter son studio Digital Anvil, et il avait embarqué avec lui Tony Zurovec notamment. En fait, à l'époque, il travaillait sur un projet qui s'appelait Loose Cannon et qui en fait, moi, ça m'avait trop donné envie, quoi. Il y avait quelque chose de l'esprit Looking Glass, avec un monde ouvert, avec des choses, tu vois, entre le emergent narrative et le monde, tu vois, tel que on peut aujourd'hui en parler pour GTA. Mm-hmm. Et bref, j'étais allée là-bas, à Austin. J'étais allée visiter d'abord pour Loose Cannon. J'avais découvert d'autres choses. Et puis, en fait, je crois que c'était le producteur de Loose Cannon qui m'avait mis en contact avec Harvey Smith, qui était le lead game designer de Iron Storm Austin. Mm-hmm. Et là d'ailleurs, anecdote. Non, pour la petite histoire, en fait, moi je suis arrivée en fait chez Iron Storm Austin, donc en même temps, le lendemain. Parce que du coup, il avait appelé son pote et il m'avait dit « Ouais, c'est bon, tu peux y aller, machin, un truc muche. » Et ça tombe bien parce que du coup, moi, je pouvais décaler. Enfin, voilà. J'ai modifié mon planning pour pouvoir passer le lendemain chez Iron Storm Austin. Là, j'ai rencontré Warren Spector. Mm-hmm. C'est là la première fois que je l'ai rencontré. Je ne sais pas si Harvey, je l'avais croisé à l'E3 ou pas, mais je ne suis pas sûre. Je pense que c'est vraiment... Peut-être, mais peu importe. En tout cas, c'est là vraiment que je l'ai rencontré. Et avec Harvey, en fait, j'ai discuté. Et là, en fait, mes questions... J'ai trouvé quelqu'un, en fait, qui réfléchissait et qui était capable de commencer à m'apporter des réponses sur... Mais voilà, pourquoi tu fais des jeux ? Et qu'est-ce que c'est que la difficulté ? Et comment, en fait, comment tu donnes envie à un joueur... de faire ce que tu as préparé pour lui. Parce que concrètement, tu n'as pas préparé 12 000 trucs. Mais l'idée, c'est qu'on en a envie d'y aller. Comment tu fais ça ? Et c'est toutes ces questions-là, tu vois, c'est quoi un bon jeu, quoi. Mm-hmm. Et du coup, je discute avec Harvey, et puis voilà. Puis c'est la première fois que je déjeune avec lui, et c'est la première fois que, voilà, j'ai quelqu'un, en fait, qui me parle au-delà, en fait, du jeu, qui me parle de sa vie, de ses choix, de pourquoi il en est là, de ce qu'il a fait avant. Et il y avait un super portrait de Harvey Smith chez Polygon, je crois d'ailleurs, qui racontait le portrait croisé de Rafael Colantonio de Harvey Smith. Je l'ai plus en tête, mais je crois en plus que c'est quelqu'un qui n'a pas eu une existence hyper évidente, hyper facile et tout ça. Ah. Voilà, fin de la parenthèse. Bon, ça me fait penser à tellement de choses. Raphaël, en fait, j'ai été la première personne qui a écrit, en fait, sur Ars Fatalis. Ouais. Et j'ai mon nom dans les remerciements, et du coup ça me touche particulièrement. Mm-hmm. Et tu vois là, et on reboucle sur l'histoire du monde qui a changé. C'est que moi, quand j'ai quitté en 2013, en fait, quand j'ai changé de job, en fait j'ai changé d'entreprise en 2013. Je suis passée je travaillais pour un studio de développement qui est à Paris, qui s'appelait F4.
qui s'appelle toujours F4. Et j'ai intégré une entreprise de conseil en agilité. Et du coup, là, j'ai eu un peu de battement et j'en ai profité je me suis dit, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Je suis revenue à Lyon. J'ai revu Frédéric Rénal et je me suis dit, je vais en profiter pour rendre visite à Arkane Studio. Et du coup, c'était mes potes, quoi. Tu vois, les 5 cofondateurs, 5, 6, enfin, et à l'époque, la première fois que je suis allée à Lyon pour pour Arx Fatalis, c'était vraiment une toute petite équipe. Et puis voilà, puis c'était mes amis. Et il y avait quelque chose en fait de fort, puisque j'étais la première journaliste, tu vois, qui était venue les voir. Et il m'avait dit, mais voilà, notre porte était toujours ouverte. Et genre copain à vie. Mm-hmm. Et là, je reviens. Et il y a une personne qui m'accueille, un des associés, Marco, qui me fait visiter, qui m'amène jusque sur la terrasse. Et puis, il avait un rendez-vous. Donc, du coup, il me dit, je te confie à Christophe. Donc, Christophe, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est le son, la musique, pour eux. Et du coup, il y a Christophe, je discute avec Christophe, tout ça. Et puis, Christophe doit partir, il a une réunion. Et il me dit, mais c'est pas grave, c'est ok, ça t'ennuie pas d'attendre? Non, ça m'ennuie pas. Mm-hmm. Et là-dessus déboule le DG d'Arkane Studio. Et le mec, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, j'attends j'attends Christophe et Marco. Il me dit, t'as rien à faire ici. Je dis, comment ça, j'ai rien à faire? Mais ils m'ont dit de les attendre. Non, tu t'as rien à faire ici, tu sors. Mm-hmm. Et en fait, il m'a amené jusqu'à la porte et il m'a mise à la porte. Et là, je me suis dit, waouh! Ça a changé, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, ça a bien changé. Et je me suis dit, putain, si je me fais foutre à la porte de la boîte de mes potes, mais voilà, mais comment tu veux qu'aujourd'hui... je crois qu'aujourd'hui, je pourrais plus faire ce que j'ai fait à l'époque. C'est plus possible. Un truc, je pense, qui illustre ce qu'était le jeu vidéo à l'époque, je pense, c'est cette interview de Peter Molineux dans le numéro 106 de Joystick, qui est illustrée par des photographies dont je peux pas imaginer un seul instant qu'elles aient été prises ailleurs qu'au resto à moitié bourré. Je peux pas imaginer autre chose. Ah oui, la photo. Il y a Peter Molineux qui trinque avec un verre de vin. Il y a Peter Molineux qui fait à moitié des grimaces. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé dans cette interview, mais ça donne un peu le ton de la façon dont ça avait l'air de se passer, en tout cas à l'époque, un peu, quoi. Quand t'arrivais, en tout cas comme toi, à passer outre les circuits un peu marketing formatés, quoi. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que moi, il y a un truc qui est évident, c'est qu'en fait, je m'intéressais aux gens. Et je pense que quand on s'intéresse aux gens, il y a quelque chose qui se passe, en fait. Moi, je me souviens d'une photo en particulier où il avait une sorte de chocolat dans la bouche. Oui, ces photos existent. Et c'était... Oui, mais je me souviens, je m'étais marrée. En fait, on avait fait ces photos, on les avait faites, mais vraiment, quoi. Ouais, je peux pas imaginer un attaché de presse qui valide cette photo et dit celle-là elle est bien, elle va dans le magazine. Celle-là il nous la faut. Franchement, j'étais une photographe pathétique. Ouais, mais vraiment quoi. Elles sont intéressantes ces photos. Mais en fait j'étais un amateur quoi. En fait j'adore les gens. Et franchement, je m'intéresse en fait. Moi, j'ai envie de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, qu'est-ce qui les fait vibrer, qu'est-ce qui les fait bouger, quoi. Et du coup, c'était ça en fait que je pouvais faire. J'avais cette chance hallucinante que je pouvais aller voir des mecs, je veux dire, qui étaient des génies, en fait, des vrais génies, quoi, du jeu et de la création. Et je pouvais leur poser toutes ces questions-là. Qui tu es, d'où tu viens, et c'était juste génial, quoi. Et je pense que ça aussi, ça faisait partie aussi. Je sais pas s'il y avait beaucoup de journalistes de jeu qui posaient ces questions-là, et ça aussi, ça contribuait au fait que il y avait quelque chose qui se passait et qu'aujourd'hui encore, en fait, la plupart ils se souviennent de moi, quoi. Mais c'est marrant, c'était et les photos que je prenais, c'était mais c'était de l'amateurisme crasse, quoi. En fait, je suis pas une photographe. Je me faisais plaisir et je prenais des photos à la con. Et tu vois, en fait, sur les photos de Peter, il a la peau qui brille et tout. C'est horrible. Aucun photographe ne ferait ça. Mais franchement, je revenais avec des photos, ouais, c'est vrai. Et tu revenais avec des scoops aussi, parce que dans une interview, il parlait de son prochain jeu qui s'appelait Dojo, dont j'ai jamais entendu parler ailleurs, ce jeu-là. Est-ce que du coup, il te lâchait aussi des infos comme ça, des off? Je parle pas forcément de Molineux, mais de... Oui, alors, en fait, c'est très bizarre parce que il y a des gens que j'ai interviewés qui m'ont dit des trucs, je me rendais même pas compte de ce qu'ils me disaient. Dojo, là, franchement, je
Je m'en souviens même plus. Ça m'a pas marqué. Et puis il y en a d'autres, en fait. Je me souviens, d'une interview où c'était Ed Del Castillo. Mais je pense que ça doit plus parler à personne. En fait, il avait fondé un truc qui s'appelait Liquid Entertainment. Et avant, oui, je l'avais rencontré en fait chez Westwood. Il était, je crois qu'il était producteur sur, je sais plus, Command and Conquer ou Alerte Rouge. Et auparavant, il avait travaillé avec Sid Meier sur les civilisations. D'accord. Il m'avait raconté, mais en fait, il m'avait raconté des trucs, mais c'était... En fait, c'était tellement... je sais pas. Ça allait tellement loin. En fait, je l'avais censuré. Ça allait tellement loin de quoi? Sur les projets de la boîte ou sur les... Non, pas sur des scoops de... Pas... En fait, il était... En fait, il était... Et là, pour le coup, c'était... Tu sais, au début, tu parlais de thérapie. Mais parfois, en fait, le fait que j'arrive et que j'écoute, il y avait des gens qui se lâchaient. Mais c'était presque... Ça allait trop loin, quoi. C'était des... Ah, des trucs perso ou... Ouais. D'accord, ouais. Et ça allait super loin. Et du coup, je me disais, waouh. Et c'était marrant parce que ça, j'en parlais avec Patate. Et Patate, il me disait, mais putain, mais Mathilde, mais moi, je rêverais d'avoir des trucs comme ça. Mais moi, je voulais qu'il me dise ça et tout. Et toi, il me disait ça, c'était trop bien. Et pour prendre la question du sexisme à l'envers, tu crois que ça a pu t'aider dans le jeu vidéo d'être une des rares journalistes et intervieweuses femmes, du coup? Oui. Parce que tu le disais dans un... le disais dans un article, j'ai plus la citation, là, si, interview de chef de projet de PlanetSide, tu dis dans le chapeau, mes collègues masculins, ils sont bien gentils, mais pour tirer les verres de nez des développeurs, il leur manque clairement certains atouts. Je sais pas si c'est une vanne ou s'il y a un fond de vérité. Il y a un fond de vérité. En fait, il y a... Alors, en fait, et je pense que ça, c'est... Tu vois, on était 2 à Joystick. 2 femmes. Et il y avait moi, il y avait Kika. Et Kika, en fait, elle était... c'était une testeuse. Et pour survivre dans le milieu des testeurs de joystick... Au quotidien, du coup, contrairement à toi, qui n'était pas forcément... C'est ça. En fait, moi, je m'échappais. Finalement, la rédac, je la subissais pas. J'ai fait, tout au début, j'ai écrit 1 ou 2 tests. Et j'ai vu ce que c'était que d'écrire des tests. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'était pas d'écrire, c'est pas de jouer et d'écrire. Le problème, c'était de se battre pour avoir sa place au sein de cette rédac avec des mecs, en fait, qui... En fait, c'était la bataille. C'était la bataille des tests. Et en fait, les jeux arrivaient et ils se jetaient dessus. Et en fait, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, moi, non. Enfin, je veux pas me battre. Parce que après, en fait, c'était qui c'est qui a la plus grosse. Tu vois, c'était vraiment des logiques de testostérone et d'escalade, quoi. Et non. En fait, moi, j'avais pas envie de rentrer dans ce truc-là. Et du coup, bah, ça tombait bien, puisqu'il y a eu ce... Tu vois, en fait, ça a été fait un peu en même temps, l'histoire de la fin, en fait, de la collaboration avec Morgane, ma proposition, le fait que... Non, vraiment, oui, je voulais arrêter d'écrire pour la rubrique hardware, mais non, ça me convenait pas de rester... Et comme tu lis dans cette interview du mec de PlanetSide, tu crois que ça t'a un petit peu aidé par rapport à tes interviewés Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis curieuse, je suis chiante, et j'ai une bonne qualité pour un journaliste, de manière générale. Mais... Ah oui, non, mais ça, c'est le truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours été curieuse. À partir du moment, en fait, où je suis devenue journaliste, je n'étais plus curieuse, j'étais professionnelle. Non, mais c'est extraordinaire. Il y avait quelque chose qui forçait la porte. Et après, comme j'étais... Alors, je sais pas, peut-être que si j'avais été un homme, ça aurait été plus simple pour eux de m'arrêter. Ouais. Je sais pas. Ils ont pris ça pour de l'agressivité, peut-être Oui, alors c'est possible. Et là, peut-être parce que j'étais une femme et que... En fait, ils savaient pas trop comment m'arrêter. En fait, c'est juste un soupçon. Hein. Là, je suis pas en train de donner une vérité. J'avais l'impression que oui, le fait d'être une femme en fait m'aidait parce que mon côté un peu rentre dedans. En fait, était du coup
c'était accepté, ça passait. En fait, j'avais cette facilité à aller parler aux gens. Et je m'intéressais à eux. Et ça, c'est des trucs, en fait. Je me souviens quand j'étais notamment chez Microsoft, tous les ans, organisait un grand truc qui s'appelait le Microsoft Game Stock, en fait, où il invitait les journalistes du monde entier. D'accord. Et du coup, on devait être une dizaine de journalistes français. Et voilà. Et tout autant de tous les pays. Et il y avait, tu vois, Ed Fries, qui était le patron des Jeux Lab à l'époque, et tous ses créateurs. Et en fait, il y avait cette fameuse soirée, en fait, où la première soirée, on avait des tables à signer. La deuxième soirée, en fait, on allait où on voulait. Et en fait, les Français s'installaient ensemble. Et moi, c'était juste pas possible, quoi. Moi, j'étais avec Ed Fries et tous les tu vois, tous les créateurs, quoi. Moi, j'étais avec Bruce Shelley, avec Alex Garden, avec Chris Taylor, enfin voilà, moi et ces mecs là qui étaient leurs idoles, leurs stars, leurs machins, je comprenais pas pourquoi ils allaient pas les voir. Et en fait, et ça c'est super important, et je tiens à le dire, un jour à la GDC, je me suis retrouvée en fait dans une petite pièce. Mais c'était l'époque, en fait, où la GDC, tu vois, il n'y avait pas des masses de journalistes. Je me suis retrouvée dans une petite pièce face à Miyamoto. Et le truc, c'est que moi, à la base, j'étais une joueuse console. Je te l'avais dit. Ouais, Mario Kart, on en a parlé. Mario Kart, donc Mario, Zelda, tout ça. Donc je me suis retrouvée face à Miyamoto. Et ben, le truc de dingue, et ben, mon cerveau, il est devenu vide. Et j'étais en mode, mais waouh, Miyamoto. Et en fait, j'avais 0 question à lui poser, mais 0. Et juste, en fait, et c'était un truc de fou parce que tu vois, il y avait quoi, 6 personnes, quoi. Franchement, je pouvais. Ça aurait été n'importe qui d'autre, j'y serais allée et j'aurais posé 3 tonnes de questions. Putain, c'était une occasion unique. Et ben là, juste, en fait, j'ai dit bonjour. Et donc t'as compris pourquoi parfois les journalistes. Et là, je me suis dit, putain, plus jamais je les critiquerai, quoi. En fait, si c'est ça qui leur arrive, bah je comprends, quoi. Et là, je me suis dit, mais ma chance, ça a été que, en fait, j'ai commencé à jouer sur PC en même temps que j'ai commencé à écrire. Donc t'as découvert en même temps que t'as analysé le. Et je pense que voilà. Et je pense que l'analyse m'a fait dépasser le stade, tu vois, fanboy. Et le truc marrant, c'est mes potes, en fait, ma bande de potes de Looking Glass, en fait, ils m'ont confirmé. C'est un truc de fou. En fait, ils m'ont confirmé que j'étais chiante. Ils m'ont dit, ouais, c'est vrai, t'es chiante. Mais t'es passionnée et putain, et tu t'intéresses vraiment, quoi. Et du coup, ben, c'est OK, en fait, c'est OK. Du coup, ça passe. On te pardonne et on te pardonne, voilà, et c'est OK. Et il y a des portes qui sont restées fermées malgré tout, et t'as regretté de pas pouvoir y entrer ? Non, en fait, des portes fermées, oui, il y en a eu, parce que, notamment Blizzard, mais il y en avait très très peu qui contrôlaient toutes leurs, comme tu vois, id Software. Franchement, on savait la réputation. Quake et compagnie. Oui, John Carmack et compagnie. J'y étais allée là-bas pour la première fois en voyage de presse, j'étais persuadée que c'était une forteresse. Chez Blizzard ? Non, chez id. Oui, chez id. id Software. Ouais. Non, Blizzard, c'était une forteresse. Ouais. Tu sais qu'il y avait une sonnerie qui retentissait dans les locaux quand il y avait des journalistes qui arrivaient pour prévenir que, attention, il fallait tout fermer, tout machin, ton truc-muche. T'avais un chemin qui était préparé, t'avais pas le droit de sortir. Moi, les attachés de presse de Blizzard, elles devenaient folles parce que je connaissais, avec tout mon réseau, en fait, je connaissais plein de gens. Et du coup, je connaissais des gens là, et j'y allais, je faisais « Oh, machin et tout », j'allais les voir. Et et en fait, ils étaient fous. Parce que, non, c'est pas possible, tu peux pas aller leur parler. Ben si, je les connais. Et bon, petite histoire. Donc là, pour revenir, en fait, sur id Software, ouais, le truc marrant, c'est que, tu vois, un jour, je sais plus qui j'étais allée voir à Dallas, mais du coup, j'avais écrit à Graham Devine. En fait, à l'époque, il s'occupait du moteur de son, du moteur sur Doom 3, je crois. Et bref, j'avais pris contact avec lui, il m'avait dit « Oh ouais, passe nous voir et tout ». Et du coup, j'avais sonné chez id Software et c'était Todd Hollinshead qui était en fait le DG de id Software. Et du coup, il m'ouvre la porte et il fait « Oh, Mathilde !
Oh, mais putain, mais il dit, mais c'est nos nouveaux. Tu connais nos nouveaux locaux? Bah, je dis, bah, non. Il me dit, viens, faut que je te fasse visiter. Et je me suis dit, mais c'est ouf, quoi. Enfin, je veux dire, je sonne chez id Software et direct, c'est les bras ouverts et vas-y, viens, oh, visite, machin. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vachement plus simple que ce qu'on croit. Est-ce que tu crois que c'est un hasard si tous les studios dont tu cites, c'est des studios texans, d'Austin, de toute cette scène-là, Dallas, même si c'est différent, Austin et Dallas, mais... Je cite que ça. Bah, c'est en tout cas ceux pour qui tu as un attachement particulier, c'est non, plus non, ça non. que les studios de... Tu vois, tu cites pas de studios de Los Angeles ou de... Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, ça a été le démarrage. En fait, le démarrage, bizarrement, ça a pris là. Au début, tu me parlais de Doug Church. Mm-hmm. Donc en fait, je t'ai parlé de Digital Anvil, où j'avais... c'était... comment il s'appelait? Jörg Newman. C'est lui le producteur sur Loose Cannons, qui m'avait amené à Harvey. Donc après, j'étais allée chez Iron j'avais rencontré Harvey, Warren, tout ça. Et Harvey m'avait dit, toi, il faut que tu ailles chez Looking Glass. Et ben je dis, mais oui, grave. Je suis super d'accord. Et tu connais quelqu'un? Bah oui, oui. Et du coup, il m'avait mis en contact avec quelqu'un chez Looking Glass, qui était le producteur de Thief 2 à l'époque. Et voilà, et quelques mois après, j'étais à Boston. Boston, attention, hein, t'as vu, je suis sortie. Donc à Boston, j'arrive là-bas et je discute avec le producteur, je pose des questions, et d'un coup, il se lève et il me fait « faut que je te présente quelqu'un ». Bon, et il m'embarque, et il arrive dans un bureau, et il y a ce gars-là qui est là. Et cette personne, c'était, du coup c'était Doug Church. C'était Doug Church. Et il lui dit « je te présente Mathilde, elle est française ». Et elle me pose des questions sur ça, et sur ça, et sur ça. Et le mec, direct, il comprend. Il comprend. Et il me dit, ah oui, parce que, et du coup, tu te demandes si machin, parce que bidule et truc muche. Et je fais, mais oui, mais exactement. Et on part dans une discussion, mais c'était un truc de fou. En fait, comme si je le connaissais depuis toujours. Et comme si, en fait, toutes mes questions, machin, ça faisait écho par rapport à « mais oui, c'est tout à fait ça, c'est les questions, machin, hein ». Et en fait, c'était hallucinant. Et à la fin, en fait, je fais « oh merde, mais on a passé vachement de temps là. Moi, il faut que j'écrive mon papier. Il faut absolument que j'aille récupérer des infos sur Thief 2. » Et du coup, j'y vais. Et il me donne sa carte et il rajoute son numéro de portable. Et c'était la première fois qu'un développeur me donnait son numéro de portable. Du coup, j'étais trop contente. Et puis je rentre, mais je savais pas du tout qui c'était. Hein. Et j'en parle. Et là, on me dit « ah ouais, quand même ». C'était juste, en fait, le lead développeur et lead designer de Ultima Underworld, le créateur de System Shock. Et c'était lui, effectivement, qui était le concepteur de Thief. En fait, c'est lui qui a formé Ken Levine. Qui a fait ensuite BioShock et voilà. Le mec de BioShock, c'est ça. Et le truc marrant, c'est que quand Ken Levine est venu, parce qu'un jour, il est venu à Paris dans les locaux de Joystick Joypad, et du coup, il arrive, et moi, je lui dis oh, c'est toi qui as appris ton métier avec Doug Church. Et il me fait, tu connais Doug? Et en fait, on a passé 1 heure à parler de Doug, et les autres, à côté, ils étaient là, mais arrête, s'il te plaît, tu le lâches, il faut qu'il vienne nous parler de son jeu, arrête. Mais nous, on était fous, quoi. En fait, Doug, c'est un mec, c'est un mythe, ce mec. Moulinex disait, dans le dernier podcast, que quelque chose qui, je crois, est faux, mais tu vas me confirmer ou infirmer, il disait que tu avais tes entrées chez Valve, que tu étais la seule à avoir tes entrées chez Valve, alors que tu nous dis là, aujourd'hui, que finalement, Valve, c'était quand même un peu control freaks. En fait, ma question est simple, as-tu des informations sur Half-Life 3 ? C'est ma seule unique question. Non. En fait, j'ai pas d'informations, pas du tout parce que j'ai pas mes entrées, parce qu'en fait, j'ai mes entrées. Non, je connais plein de gens chez Valve, et oui, j'ai mes entrées, et oui, en fait, la dernière fois que... J'ai entendu ce qu'il disait, du fait qu'effectivement, la dernière fois que j'étais allée aux États-Unis, j'étais allée visiter tout ça, et... C'est pas Gabe Newell qui m'a fait visiter, mais bien sûr que j'ai revu Gabe Newell, et oui.
Et je parle de Moulinex, du coup, je reviens un peu là-dessus, sur le management à la Moulinex. C'est quelque chose dont tu m'as pas mal parlé quand on a préparé l'émission. J'ai dit que c'est quelqu'un qui faisait confiance en fait à ses équipes et qui est à toi notamment. Mais en fait, le truc, c'est que... Moulinex, donc, pour ceux qui auraient raté le numéro 2 et qui n'auraient jamais lu de Joystick, et je sais pas pourquoi ils écouteraient ce numéro-là du coup, mais qui était le rédacteur en chef un peu historique de Joystick pendant 10 ou 12 ans. Moulinex, mais je me rendais pas. En fait, c'est en écoutant ton podcast que je me suis rendu compte de tout ce qu'il faisait et j'en étais même pas consciente, quoi. Aujourd'hui, je suis coach agile. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que j'accompagne et je soutiens les équipes qui essayent de travailler en c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais vraiment en co-construction. C'est-à-dire que ce sont des gens qui chacun ont des choses à apporter et l'idée, c'est que toutes ces personnes qui ont chacun leur richesse à apporter contribuent et comment tout le monde peut avoir sa place, en fait, à contribuer à un projet commun. Et en écoutant, en fait, ton podcast, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que moi, j'ai vécu à Joystick. C'est-à-dire que j'ai entendu Patate qui parlait de bulle d'énergie... Patate parlait de bulle d'anarchie. Et oui, c'était une bulle d'anarchie et c'était ça qui était extraordinaire. Parce qu'en fait, on était tous archi différents, mais on avait tous envie, en fait, que Voilà, on croyait tous, effectivement, à la même chose et on contribuait tous à une certaine vision, en fait, du journalisme de jeu et chacun à notre façon. Et en fait, Moulinex permettait tout ça. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, tu vois, manager agile ou scrum master ou tout ça, on appelle ça en fait des facilitateurs. En fait, il y a plusieurs mots. Il y a leader-serviteur. Donc en fait, c'est lui, le leader, c'est celui qui donne la direction et serviteur, c'est celui qui permet, une fois que tu as donné la direction et posé le cadre, en fait, tu donnes les moyens. Le truc, c'est que c'est ça qu'il fait. C'est ça qui faisait Moulinex. Et aujourd'hui, tu sais, quand j'essaye d'apporter ça aux équipes que j'accompagne. Est-ce que tu formes des équipes ou en tout cas tu t'inities, ou je sais pas, des équipes, notamment des personnes qui vont travailler dans l'industrie du jeu vidéo? Tu me disais des étudiants en jeu vidéo? Alors, donc je suis intervenante à l'IM, qui est à la Défense, et ils ont une section en fait jeux vidéo. Et là, effectivement, j'enseigne la gestion des conflits et la gestion de projets agiles. Et vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que quand j'étais reporter et que j'ai voyagé et que j'ai vu tous ces studios, en fait, avec tellement de gens, mais extraordinaires et qui avaient tous envie de faire des belles choses. Et commence à bloquer parce qu'ils avaient tellement de mal en fait à communiquer et à faire en sorte de s'entendre les uns les autres. Et en fait, c'est là qu'est née mon envie de les accompagner et de les aider à travailler ensemble. Donc ça, en fait, c'est vraiment, tu vois, ma partie, ma vie actuelle qui a démarré il y a 5, 6 ans, 7 ans. Et tu avais arrêté de Joystick en 2002. Pourquoi t'es parti de Joystick d'ailleurs, si c'est pas... Si c'est pas indiscret. C'est super. Tout le monde est parti. La plupart de l'équipe est partie fin 2002, mais 2003. 6 mois après toi en fait. Ça dépend parce que Moulinex est parti avant. Oui, Moulinex est parti avant. Je crois qu'il est parti au printemps 2002. Moi, je suis partie fin 2002. Et je crois que les autres sont partis début 2003, quelque chose comme ça. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où Hachette nous a mis en vente, en fait, c'est marrant parce que c'est des logiques qu'aujourd'hui, en fait, je comprends. Mais quand c'est arrivé, j'avoue que moi, ça m'a dépassé. Je pense que ça nous a tous plus ou moins dépassés. Quand Hachette nous a mis en vente, en fait, ça a créé de l'insécurité. Et cette insécurité, en fait, a foutu en l'air cette magie, en fait, qu'était Joystick. Joystick, c'était magique parce qu'on était en sécurité et parce qu'on avait la liberté de faire ce qu'on voulait. Et on avait cette liberté, pourquoi ? Parce qu'on était dans un énorme groupe, avec plein de magazines qui gagnaient plein de thunes, et du coup, Joystick gagnait de l'argent, mais en fait, gagnait pas beaucoup d'argent. Le fait qu'on gagne pas beaucoup d'argent, ça voulait dire que, du coup, ils s'en foutaient de nous, tu vois.
on n'était pas un enjeu particulier. Ah, ça gagnait moins d'argent, c'est marrant. Je pensais que ça se. Mais c'était de la publicité aussi qui coûtait moins cher que dans les magazines de mode ou des trucs comme ça. J'imagine que c'est comme ça que ça fonctionnait, quoi. Ah bah oui. Parce que ça se vendait bien quand même, il me semble, le joystick. Oui, ça se vendait bien. Ça rapportait moins de pubs, sans doute. Ouais. Mais attends, mais comparé à Elle, première Paris Match. Avec des pubs de parfum, une page sur deux. Mais ça n'a rien à voir. Puis le tirage de ces magazines. Non, mais en fait, c'était sans commune mesure. D'accord. On gagnait, mais nous, on gagnait de l'argent. Mais en fait, il y avait peu de magazines de jeux vidéo qui gagnaient de l'argent à cette époque-là. Alors que maintenant. Non, maintenant non plus. Alors que maintenant, il y en a tellement. Non, d'accord. Non, mais le truc, c'est que à l'époque, on gagnait de l'argent, ce qui était bien. Mais tu vois, contrairement en fait aux autres groupes de presse de jeux, je sais qu'il y avait l'argent qui était gagné, par exemple, par Gen 4, servait à financer les magazines autour qui gagnaient moins d'argent. Nous, pour Hachette, cet argent, ils n'en avaient pas besoin. En fait, ils s'en foutaient. On gagnait de l'argent, ce qui faisait que ils nous foutaient la paix. Mais on en gagnait, mais on n'était pas un des fleurons du groupe, ce qui fait que on vivait ce qu'on voulait. Et tu vois, par exemple, quand Moulinex disait qu'il y avait une agence de voyage, bah voilà, clairement. Moi, je faisais... En fait, c'était moi qui les utilisais, ces trucs. Parce que j'allais... en fait, je faisais mon petit planning. Je prenais mes rendez-vous avec les développeurs, tout ça. Et puis du coup, au départ, tu vois, je faisais valider. Et puis, progressivement, plus ça allait, plus Moulinex, en fait, il me faisait confiance. Au début, je disais, ah, voilà, j'ai prévu d'y aller là, puis là, que ça te va, t'es OK. À chaque fois, c'était OK. Puis, tu vois, progressivement, je lui disais, bon, je pars là. À la fin, je lui disais, bon, je suis là-bas. À la fin, je lui disais, bon, ben, je reviens de là. Et puis pour finir, c'était, bon, ben, c'est quoi tes papiers ce mois-ci, quoi? Tu veux combien de pages? Et c'était ça, le truc. C'était, tu veux combien de pages? Et tu disais, donc, du coup, que la dernière année, ça changeait un peu, ce qui expliquait ton... Alors, en fait, on était dans une... départ. Ouais. En fait, on avait cette bulle, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était tous des grands malades. Je crois que je commence à le discerner un peu. Mais... Non, mais vraiment, quoi. Parce que, en fait, tous, et je suis dans le tas, hein, c'est-à-dire tous, autant qu'on était, franchement, on avait un pet au casque. Hein. Mais grave. Mais c'était ça qui était extraordinaire, en fait. C'est qu'on était des fous. Et on pouvait l'être parce qu'il y avait cette sécurité de Hachette. À partir du moment où Hachette nous a mis en vente, en fait, ça a généré... Il y a eu comme une sorte de... Je sais pas. Ça a tout cassé. C'est-à-dire que... Moulinex est parti assez vite à ce moment-là, en fait, d'ailleurs. En fait, l'annonce de la mise en vente, en fait, elle est... En fait, ça a été assez tôt. Hein. Moi, il me semble me souvenir que c'était été 2001. 2001 ? Ouais. L'annonce. Donc 2 ans avant la vente effective. 1 an et demi. Puisque ça a été mis en vente, je crois, toute fin 2002. Le changement de main. Mais bref. Et du coup, il me semble que ça remonte à cette époque. Et là, il y a eu une sorte de... Tout a été secoué, ébranlé. Et cette insécurité, en fait, qui a émergé... Ouais, c'est ça qui en fait a été super dur parce que l'insécurité en fait génère des réactions. En fait, on essaye de contrôler. C'est-à-dire que pour lutter contre cette peur en fait qui monte, on essaye de contrôler son environnement. Et du coup, Moulinex qui était dans une logique d'ouverture, en fait, Moulinex n'était plus du tout rassurant. Pour tout un tas de gens qui avaient besoin, en fait, tu vois, d'être rassurés. Moi, je voyageais. Donc, comme je voyageais, je sais pas comment dire, en fait. J'avais un pied à la rédac, mais j'avais aussi un pied ailleurs. Et en fait, c'était moi c'est ça aussi qui fait que moi, j'ai pu vivre, en fait, dans cette ambiance avec ma grande gueule, tu vois. J'ai pu vivre, moi, dans cette ambiance de macho, en fait, qui était difficile, en fait, pour les femmes. Bah d'ailleurs, donc t'as fini par partir du coup toute fin 2002. Ah oui, ça a été dur. Hein. Les derniers temps ont été super durs, puisqu'ils étaient tous inquiets et c'était l'ambiance avait tellement changé. Ouais. Et du coup, oui, moi effectivement, j'ai négocié mon départ. Alors je fais partie de ceux qui n'ont pas attendu la mise en vente pour faire jouer la clause de. C'était quoi la clause là ? Oui, cession là. Ouais. Clause de conscience. Clause de conscience. Ça fait chic. Yes. Donc en fait, moi, j'ai pas fait jouer ça. Moi, j'ai négocié un départ. Non, le truc super bien, j'ai eu droit à 2 mois
de paye garantie. Parce que... T'étais pigiste, toi? Tout le monde. Ouais, tout le monde était pigiste. Enfin, je dis tout le monde. En fait, il y avait très très peu de salariés. Il y avait Moulinex et puis je pense ces deux adjoints. Et après... Casque et Yvan sur la fin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Lord Casque Noir et Yvan le Fou. Et puis en fait, et je pense si les secrétaires de rédaction et des maquettistes, mais même pas sûr, les maquettistes. Bon bref, le fait est que, oui, tous les rédacteurs en fait étaient pigistes, mais on était pigistes à plein temps. Ouais, je veux bien. Ouais. Non mais le truc marrant, c'est que moi quand j'ai commencé à écrire à Joystick, en fait j'écrivais pas que pour Joystick, parce que sinon j'en vivais pas quoi. Et quand Moulinex il a appris ça, genre le 2e mois où j'écrivais, il a fait comment ça, t'écris pour d'autres trucs? Non, mais ça va pas du tout. Mais ça veut dire que mais non, il faut que t'écrives suffisamment pour Joystick pour en vivre, ok? Donc on va te faire écrire davantage. Bon, c'était un truc de fou. Et j'étais là, mais d'accord. Mais bien sûr, aucun problème. Avec grand plaisir. Non, mais du coup, c'était vraiment... Voilà, du coup, mais... Alors, tu vois, le truc marrant, c'est que comme j'ai eu un salaire fixe et garanti pendant ces 2 mois de préavis, avant la fin, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais de ces 2 mois? Et c'est là que, en fait, j'ai commencé à me dire, je vais partager, en fait, tout ce que j'ai compris sur comment fonctionne cette industrie. Et j'ai fait une enquête. Je suis partie sur une enquête sur comment marche l'industrie du jeu vidéo. Et c'est là que j'ai écrit... Bon, mon dernier papier, ça a été la crise du jeu vidéo en France. Je crois que ça faisait une 10aine de pages. Et j'étais super contente. Et je crois que c'est Fishbone, qui à l'époque était rédac chef adjoint, du coup. Je sais plus. Peu importe. Mais Fishbone m'a dit qu'il était vachement bien, mon papier. Et c'est la première fois que Fishbone me faisait un compliment. Et là, je me suis dit, il doit être bien. Alors, soit c'était le premier qui lisait de moi... Hypothèse numéro. Soit que c'est vraiment, il était bien. Bon, je me suis dit, allez, je prends le 2e, ça me va. Et après, t'es parti. Ouais. Et t'as écrit, notamment pour des magazines anglo-saxons, je crois que t'as écrit un papier pour Wired et t'as écrit plusieurs papiers pour Edge. Ah oui, alors, oui. Edge, en fait, c'est... Un magazine de jeux vidéo anglais qui fait référence. Ouais. C'est marrant parce qu'en fait, il y a une sorte de noblesse. Ah bah oui. Mais c'est super bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as écrit pour Edge et que tu croises quelqu'un qui a écrit pour Edge, on se reconnaît. Ah. Vous avez une carte de membre, un truc, une poignée de main secrète peut-être. Justement. On a un check secret, mais justement, je peux pas te le dire parce que c'est secret. Sauf si tu as écrit pour Edge auquel cas. Tu me l'aurais fait, mais comme tu me l'as pas fait, j'en déduis que non. Et... J'ai envie de croire que c'est vrai. Oui. Non, le truc marrant, c'est... Ça, c'était après, du coup? Ouais, c'est après Joystick, ouais. Oui, parce qu'en fait, quand j'étais à Joystick, en fait, j'arrivais pas à faire autre chose qu'écrire pour Joystick. J'étais Joystick. Et il y avait des gens, en fait, qui étaient déjà venus me chercher. Il y avait PC Gamer UK, il y avait des gens... En fait, on était venus me voir déjà pour me demander, tu veux pas écrire pour nous et tout. Et j'avais dit, oh, waouh, en fait, ça m'avait donné envie, mais en fait, j'y arrivais pas. J'étais Joystick. Et une fois que j'ai quitté Joystick, oui, là... Voilà, en fait, j'ai participé même à Imagina, en fait, à l'organisation du salon Imagina à Monaco, Imagina 2003. J'ai invité, j'avais mon carnet d'adresses, donc en fait, j'ai invité tous mes potes. J'ai animé des conférences. Enfin bon, c'était super en fait. Je me suis éclatée à Imagina. Et puis après, en fait, c'est le rédac chef de Edge qui est venu me chercher. Il est revenu une fois de plus en me disant bon. Là, c'est bon, tu peux. Et j'ai écrit plusieurs papiers, mais c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que ils étaient loin. Et en fait, même si j'écrivais pour eux, mais ponctuellement, je faisais pas partie de la rédac, tu vois. Et tu vois, à Joystick, même si j'avais un pied à Joystick et un pied à l'extérieur, j'avais quand même ce pied à Joystick qui faisait que, j'étais connectée, quoi. J'étais connectée avec ces fous. Tu te marrais, toi, à écrire ou tu préférais rencontrer... Enfin, j'imagine que tu préférais rencontrer, discuter, tout ça, mais l'écriture en elle-même, c'est quelque chose qui t'intéressait aussi? Ouais. En fait, c'est marrant, hein, c'est l'écriture, oui. En fait, j'ai toujours dit que quand je serai grande, j'écrirai. Donc, quand je serai grande, j'écrirai. Mais je suis pas encore grande. Hein. Non. Ça va venir. Et ça viendra tôt ou tard. Ouais, en fait, c'est vrai. En fait, l'écriture, c'est un truc de fou. Il y a à la fois une souffrance,
Mais c'est un plaisir. Je sais pas comment te dire, quand arriver à mettre des mots bout à bout et que ça crée de l'émotion. En fait, c'est ça. C'est comment tu crées de l'émotion avec des mots. Mais c'est comme la recherche sur le jeu vidéo, finalement. Un bon jeu, ça crée de l'émotion. Ça crée quelque chose en toi. Dans ta connexion, en fait, au jeu, il y a quelque chose qui se passe. C'est en ce sens que le jeu est un art. C'est en ce sens que le jeu, ça peut changer le monde. En fait, c'est toujours ce soupçon que j'ai eu quand j'ai commencé en fait à aller rencontrer les créateurs de jeux, c'est que le jeu pouvait changer le monde. Et c'est ça qui m'a intéressée en fait. C'était une sorte de méta-enquête que j'ai poursuivie tout du long. C'est le fil rouge un peu de toutes tes interviews, tous tes papiers, quoi. Quelque part. Mais c'est quelque chose qui entrame le fond en fait, mais qui... Oui, c'est quelque chose en fait qui m'a un peu guidée. Tu me disais que ce qui t'intéressait, c'est qu'est-ce qu'on pouvait faire du jeu vidéo. Et tu me disais aussi avant l'émission que aujourd'hui, quelque chose qui commençait toi à te titiller un peu, c'est qu'est-ce que toi tu pourrais faire du jeu vidéo. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait, à un moment, j'ai failli partir aussi aux États-Unis. En fait, après Joystick, comme je te disais que mes potes c'était les gens de Looking Glass, ouais. Et les gens de Looking Glass, il y en avait pas mal qui s'étaient réfugiés à Austin, chez Iron Storm. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en contact avec eux. Et il a été question, en fait, que je les rejoigne pour devenir level designer chez eux. Et ils m'ont expliqué. Bon, ils m'ont dit, on n'est plus au temps où, on dit, ouais, c'est bon, viens. Non, aujourd'hui, il y a un processus de recrutement. En fait, il faut que tu présentes un niveau, un level. Il faut que tu crées en fait un niveau et que ce niveau soit approuvé. Mais il me dit, mais bon, le level, tu vois, tu vas nous en envoyer une première version, on va le travailler ensemble et il sera approuvé. Donc en fait, c'était... ouais. Donc voilà, c'était j'aurais pu. Non, et puis en fait, j'avais... T'as envoyé quand même? T'as essayé quand même? Non, parce qu'en fait, j'avais... Le truc, c'est que j'avais... En fait, j'étais maman. Et en fait, mon fils est né en 97. Donc, j'étais à Joystick à l'époque. Et en fait, je crois que c'est mon fils qui m'a permis d'arrêter de jouer. Et qui t'a permis? Genre, c'était un service qui t'a rendu un peu Bah, quelque part, en fait, c'était un choix entre... je jouais... Enfin, voilà, j'étais une vraie joueuse. C'est-à-dire que je passais du temps à jouer. Moi, quand mon fils est arrivé et que je passais mes nuits à jouer... et que le matin, je me réveillais la tête dans le cul et qu'il fallait que je m'occupe de lui, il y a un moment, il a fallu que je fasse un choix, quoi. Vraiment. Mais en fait, aujourd'hui, tu vois, mon questionnement, en fait, il a pris une ampleur, on va dire, plus large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est presque politique. Aujourd'hui, si le jeu vidéo a le pouvoir de changer le monde, si j'avais le pouvoir de changer le monde, qu'est-ce que je voudrais faire? En fait, c'est ces questions-là qui me travaillent depuis 1 an. Et oui, et ce sont des questions politiques, forcément. Et t'as les réponses encore ou tu reviens en parler plus tard? Je reviendrai t'en parler plus tard. Aujourd'hui, là, c'est... En fait, depuis 1 an, je suis tout un tas de pistes et de... voilà. Et en fait, en fait, je m'éclate. Non, mais c'est un truc de dingue. En fait, c'est vraiment super passionnant. En fait, je crois que le truc fondamental, c'est ce que j'ai appris à Joystick. En fait, à Joystick, j'ai appris que si tu fais confiance aux gens et si tu leur donnes les moyens de faire ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils ont envie de faire, en fait, le résultat, c'est magique, quoi. Et aujourd'hui, cette croyance-là, en fait, je me demande jusqu'où elle peut être poussée et jusqu'où je peux la vérifier. En tout cas, un truc fondamental, c'est que personne ne peut dire pour moi ce qui est bien pour moi. D'accord, voilà. Et ben écoute, on en reparlera. Alors, peut-être pas ici parce que ça concerne plus trop Joystick, mais peut-être à ZQSD à l'avenir, qui sait. Je pense que... J'ai plein d'autres trucs à dire. Hein. T'as plein d'autres trucs à dire? Ouais. Un jour, à San Francisco, je me retrouve en fait avec un décalage dans mon planning. Les gens que je devais voir le lendemain m'annoncent que c'est pas possible. Est-ce que c'est possible le surlendemain? Je dis OK. Hein. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je vais faire là?
Et comme d'habitude, je fais appel à mon réseau et je dis notamment, voilà, et c'est mon pote Doug qui me dit, Tim Schafer, ça te dirait? Et du coup, Tim Schafer, donc créateur à l'époque, je sais pas ce qu'il faisait à l'époque, c'était Grim Fandango. Alors à l'époque, en fait, il avait créé Double Fine, je crois, donc, Double Fine Productions et Psychonaut. ça a été le premier aussi, comment ça s'appelle, tu sais, en financement participatif. Ouais. Qui a fait Broken Age, ouais. Et du coup, il me dit, Tim Schafer, ça te dit? Et je dis, ben oui, évidemment. Donc il me donne son 06, enfin le 06 américain. Le 06 local. Donc, il me donne le 06 de Tim Schafer, j'appelle Tim Schafer, je dis ouais, j'appelle de la part de Doug Church, machin, blabla. Et du coup, on convient qu'on va déjeuner ensemble le lendemain midi. Et voilà. Je rejoins donc Tim Schafer, je retrouve au resto, et je réalise que j'ai jamais joué à aucun de ces jeux. Et là, putain, je me dis merde, quoi. Il faut que je lui dise. Tu t'es pas dit ça avant d'accepter le rendez-vous? Non, parce qu'avant je me disais mais c'est cool, Tim Schafer, cool, bordel. Enfin c'est une chance quoi. D'aller interviewer, de déjeuner avec Tim Schafer. Il faut juste percer l'abcès, il faut juste lui dire que et là, voilà. Désolé Tim, mais... Eh bien je lui dis. Donc du coup, je dis salut Tim. En fait, il faut que je te dise un truc. J'ai jamais joué à aucun de tes jeux. Et là, en face de moi, il accuse le coup. Et vraiment, en fait, je sens il a les boules quoi. En mode mais qu'est-ce que je fous là quoi. Enfin, tu me proposes de m'interviewer mais tu sais pas ce que je fais. Bon et du coup là je commence à sentir merde, il y a un truc qui va pas, qu'est-ce que je fais et là voilà, éclair de génie, intuition, et là je lui dis mais Tim, dis-moi, est-ce que tu as déjà lu un de mes articles? Et là, en fait, il y a juste 10 secondes de blanc où il me regarde. C'est du lard ou du cochon. Et en fait, il explose de rire. Interview sauvée, quoi. Ah, mais tout. En fait. Et ça a été une... En fait, je crois que ça a été une des meilleures interviews que j'ai faites parce que, en fait, quelque part, on allait au-delà du jeu. Justement. Et en fait, on a parlé de tout un tas de trucs, en fait, de tellement de choses. Et voilà. Elle est dans Joystick, cette interview? Je crois qu'elle est passée en version light, mais surtout, en fait, c'est marrant parce que c'était Joypad. C'est le rédac-chef de l'époque de Joypad qui était fan absolu de Tim Schafer. Lui, il est venu me voir en me disant oh, « T'as une interview de Tim Schafer, je la veux. » Et voilà. Tes interviews passaient quand même chez Joypad aussi ça a été habituellement, une exception. Non. Ça a été une exception. Ça a été l'exception, en fait. Bah, c'est fantastique, on peut terminer là-dessus. C'est une belle histoire. Moi, j'aime bien les belles histoires. Bon, ça va, c'est pas trop long. C'était un numéro double, Mathilde. On peut faire aussi long qu'on veut. C'est un numéro double d'été. Les gens sont dans leur voiture, ils foncent là vers, je sais pas, la Corse ou Châteauroux. Et ils ont besoin d'avoir des MP3 dans leur voiture pour se distraire un peu. Ouais. Et bah écoute, merci beaucoup d'être venu nous raconter cette demi-douzaine d'années à Joystick. J'espère que t'as passé un bon moment aussi. Ouais, c'était cool. Mais en fait, j'ai l'impression de partir dans tous les sens, moi. Non, mais au montage, ça va pas s'entendre du tout. Ok, ça marche. Oui, j'ai passé un très bon moment. En fait, c'était tout le monde, en fait, ils t'ont tous dit que c'était extraordinaire, cette période. Ouais. Ça y est, une période où ma curiosité, en fait, a pu s'exprimer sans limite, quoi, quasiment. Sans parler d'extraordinaire, j'espère que tu as passé un moment à peu près correct ici à ce micro, en tout cas, déjà dans un premier temps. Oui. Non, ici c'était bien. On fait ce qu'on peut. Ouais. Le numéro 3 du podcast Joystick, c'est donc terminé. Je remercie Audrey qui m'a aidé pour la préparation de ce numéro, parce que ce numéro a été préparé, ce qui n'est pas toujours le cas. Sylvain à la réalisation. Merci à ZQSD.fr de nous prêter son studio. Merci aux auditeurs de nous écouter, parce qu'on a quand même besoin d'eux. Et encore merci Mathilde, à très vite j'espère. À bientôt, salut. Salut.